Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Le carburant à 5 000 francs guinéens à la pompe, ce n'est pas encore acquis, mais cette proposition du syndicat est à l'étude. En tout cas, aujourd'hui, une rencontre s'est tenue à la primature pour plancher sur cette question, mais également la révalorisation de la grille salariale. Une rencontre au terme de laquelle le ministre porte-parole du gouvernement, Damanta Albert Camara, s'est prêté à quelques questions. Suivez. Nous avons rencontré donc les centrales syndicales avec le patronat guinéen et nous avons commencé le round de discussion autour de la plateforme revendicative qui, vous le savez, contient un certain nombre de points dont les principaux sont la question du prix du carburant à la pompe et la grille salariale. La séance a été ouverte par le Premier ministre qui a voulu marquer par là son attachement à trouver des solutions aux problèmes qui s'opposent aux populations guinéennes, aux travailleurs guinéens. Et environ 6 ministres étaient présents également pour les secteurs concernés pour pouvoir discuter avec les syndicats des différents points. Cette séance a consisté d'abord en une clarification des différents points contenus dans la plateforme revendicative, des précisions sur un certain nombre de modalités de mise en œuvre et sur la réponse que le gouvernement devait donner. Alors, il y a eu d'abord des séances techniques avec les cadres des différents départements, avec l'intervention des syndicats très à propos, pour voir qu'est-ce qu'il y avait de concret dans ces différents points et comment le gouvernement pouvait les prendre en compte. Nous nous sommes fixés un délai de 2 jours, c'est-à-dire après-demain, pour nous revoir, en prenant en compte toutes les observations qui ont été formulées pour asseoir une décision à la fin. Ce qui est positif dans les échanges que nous avons eus, c'est que les syndicats eux-mêmes ont été certes très durs et très intransigeants sur un certain nombre de points, mais en même temps très constructifs sur d'autres points pour aider le gouvernement à trouver des solutions, à trouver même des ressources pour améliorer ses recettes qui lui permettraient de faire face à un certain nombre d'obligations, notamment pour le bien-être social. Donc voilà à peu près en quoi a consisté la journée d'aujourd'hui. Chacun de son côté va consulter ses mandants afin de trouver les meilleurs moyens de répondre à tous les points qui sont contenus dans ces revendications. En province, le syndicat des professionnels donc de la presse déploie ses antennes dans 10 préfectures du pays. Une mission était dans ces localités pour voir comment la profession est exercée en province. Le constat n'est pas reluisant. Une conférence de presse ce matin a permis de faire le point sur ces observations. Fatima Diallo. Après le tour dans 21 radios privées de la Guinée profonde, le premier syndicat des professionnels de la presse privée se livre au grand déballage. L'absence de contrat pour la plupart des journalistes et des salaires en dessous des 440 000 francs guinéens imposés par le salaire minimum interprofessionnel garanti sont dénoncés. Dans 10 grandes villes du pays, le constat des syndicats est loin d'être reluisant. Si toutefois un patron de presse ne peut pas donner 1 million, 2 millions, 3 millions à un journaliste par mois, mais selon la loi en République de Guinée, le plus petit salaire, c'est 440 000 francs, même si c'est petit pour un départ, mais pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de collègues à l'intérieur qui n'ont même pas 200, 300 000 francs guinéens. À partir du 1er janvier 2017, on ne veut plus voir en République de Guinée n'importe quel journaliste qui évolue, que ce soit dans une radio privée, que ce soit dans une télévision, que ce soit au niveau d'un site reconnu bien un journal privé, que ce journaliste soit obligatoirement puisse avoir son contrat de travail, que l'intéressé, que le SMIC soit obligatoirement respecté et que l'intéressé soit encore assuré quelque chose, soit à la Caisse nationale de sécurité ou dans une banque d'assurance. Devant leurs confrères journalistes, le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée présente une plateforme revendicative auprès du patronat. Le respect du SMIC et la mise en place d'une assurance maladie sont des priorités. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée est une centrale notamment qui doit être l'interface entre les patrons de presse et les employés pour notamment doter de la Guinée d'une presse responsable mais aussi qui vit bien. Déjà, une pétition destinée aux patrons des médias est en circulation. 200 signatures sont recueillies à ce jour. Pour atteindre le but, le syndicat des journalistes envisage de travailler avec les autres centrales syndicales du pays.
Baouri, de retour à Conakry, un retour qui détend le climat politique en Guinée actuellement. Il n'est pas rare de voir des militants des deux bords, pouvoir et opposition, marcher ensemble et même plaisanter à propos de sujets qui hier encore étaient considérés comme fâcheux. La situation a évolué, les voyants politiques sont au vert et c'est tant mieux pour le pays qui prépare des élections communales. Kerno Ousmane Diallo. C'est un sujet qui fait la une des journaux et alimente les débats dans la cité. Le retour des exilés politiques est largement commenté par les citoyens. Pour beaucoup, c'est un signe que le climat politique s'apaise de plus en plus en Guinée. C'est une très bonne chose pour le bien de la Guinée et l'avancement de la Guinée. Je souhaite que le président de la République, le professeur Alpha Condé, les appelle, qu'ils se retrouvent sur une même table et discutent des problèmes du pays. Le retour des exilés politiques doit être compris et accepté par les citoyens de tous bords, estime le directeur exécutif du African Crisis Group, qui plaide pour la poursuite des gestes de réconciliation et l'instauration d'un véritable dialogue entre les acteurs politiques afin que plus jamais la Guinée ne connaisse de manifestations violentes. Que le président Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, prenne l'initiative, le courage, l'effort, de faire ce geste envers des personnes que lui-même il considérait, il n'y a pas longtemps, comme ses ennemis. Il faut le saluer et lui en remercier. Et cet effort doit continuer. Le mauvais traitement de l'adversité a empêché le peuple de Guinée de goûter à ce que Dieu lui a donné, les ressources naturelles. Nous avons tout. Avec le retour des exilés politiques, une nouvelle Guinée est en marche. La décrispation du climat politique ouvre la voie de perspectives heureuses pour le bien-être des Guinéens. Avant Baouri, Diallo Sadakadi et Tibou Kamara avaient regagné leur patrie après plusieurs années d'exil. Il est rentré dimanche à Conakry et commence déjà à être considéré comme le symbole de la réconciliation nationale. Baouri a eu les premiers entretiens avec les militants de l'UFDG hier. Ce matin, nos élus du peuple se sont prononcés sur ce geste du chef de l'État. Tous y voient une volonté politique du président Alpha Condé d'accélérer le processus de réconciliation des Guinéens. Saïdou Bandjaï. C'est une cérémonie en hommage aux victimes des répressions politiques sous la Première République. Dans une parfaite communion, les familles éprouvées et leurs proches ont fait le tour du pont de Moussouddougou, ancien pont 8 novembre, devenu symbole de la répression depuis la pendaison des 4 hauts cadres en 1971. Ces chansons nous trottent encore dans la tête, comme les ondes de choc de gégène électrique de la cabine de torture du camp Boiro. Les enfants des victimes du camp Boiro ont beaucoup de choses en commun. Les parents ont été arrêtés, les familles ont été délogées, les familles ont été stigmatisées, les enfants ont été renvoyés de l'école, les enfants ont perdu leur scolarité. Plusieurs personnalités étrangères et autres témoins de l'histoire ont pris part à cette cérémonie chargée d'émotions. Un devoir de mémoire qui rappelle à la lucidité. Rendre hommage à toutes les victimes de violations des droits de l'homme qu'il y a eu dans le pays. Important pour garder tout cela en souvenir, garder une pensée pour ces victimes et leurs familles et contribuer à ce que justice soit faite sur les différents événements que le pays a pu connaître. Je voudrais commencer ces quelques mots en saluant la présence de nos partenaires étrangers présents en Guinée. Leur présence à cet événement est importante et permet à la société guinéenne de prendre conscience de l'exigence de mémoire et de vérité dans notre pays pour une meilleure justice à ceux qui ont subi l'injustice. Cette cérémonie rappelle à la conscience nationale qu'à la suite de l'agression contre la Guinée le 22 novembre 1970, le pays a connu en réaction un autre drame, celui des pendaisons publiques. Les témoignages rapportent que 80 personnes ont été tuées au bout d'une corde.
45 ans après l'association des enfants des victimes du Kambouaro a du mal à sécher ses larmes. L'association insiste que justice doit être faite pour réhabiliter la mémoire des victimes. C'est ce que vous avez suivi tout à l'heure. On en revient à ces négociations à la primature pour réduire le prix du carburant à la pompe. Gouvernement et syndicats sont en concertation. Au menu de la rencontre également le rehaussement de la grille salariale. Suivez. C'est une discussion tripartite autour des questions relatives à la baisse du prix du carburant à la pompe, la situation des travailleurs de Russell Fria, la grille salariale, la subvention des centrales syndicales et l'assurance maladie des travailleurs guinéens. Chaque fois que le carburant monte, le prix d'essence monte, et chaque fois que ça baisse, normalement ça doit baisser. Mais nous avons été surpris que le gouvernement ne puisse pas réagir à temps pour appliquer ce protocole à la lettre. Et quand il y a un protocole entre les partis, monsieur le Premier ministre, ça devient force de loi. Et c'est pourquoi, très respectueusement, le courrier qui vous avait été adressé sous le couvert de notre ministre de tutelle, le ministre du Travail, nous avons demandé la baisse du prix du carburant à 5 000 francs guinéens. Vous vous souviendrez, monsieur le Premier ministre, que le baril était au-delà des 100 $ quand nous discutions pour la première fois, et à 9 000 francs le litre quand le baril est venu à 100 $. Et ensuite nous sommes venus à 8 000 francs le litre. Aujourd'hui, à la date où je vous parle, le baril se trouve à 32,12 $. C'est pour vous dire que, pour nous, mouvement syndical, il n'y avait pas de débat autour de la question. Très soucieux de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, le gouvernement s'inscrit dans une dynamique de dialogue tout en tenant compte de certains facteurs économiques du pays. J'ai tenu à rappeler à toutes les parties, notamment au mouvement syndical, que le gouvernement était parfaitement conscient, a entendu la plateforme, les revendications, ou plutôt les doléances qui ont été soumises dans le cadre de cette plateforme. Le gouvernement a examiné les différents points et en a pris toute la mesure. Et nous allons donc, à partir d'aujourd'hui, les membres du gouvernement vont continuer la discussion avec les représentants du syndicat et du patronat. Nous allons donc passer en revue les différents points avec nos amis du syndicat et du patronat pour essayer de trouver des solutions qui sont, comme je l'ai dit, des solutions équilibrées qui préservent les bases et les fondamentaux de notre nation. Les demandes sont légitimes, les demandes du syndicat, mais nous sortons de 2 années d'Ebola. 2 années d'Ebola qui ont durement éprouvé les finances publiques de notre pays. Donc les moyens aujourd'hui de la marge de manœuvre du gouvernement est relativement limitée. Nous allons discuter avec les partis et nous verrons comment les choses vont évoluer. Pour les différentes parties, l'objectif de ces négociations est de promouvoir la justice sociale et la paix dans le pays. La lutte contre Ebola, les 50 cas suspects courent toujours en Sierra Leone et c'est inquiétant à cause certes de la solidarité sous-régionale, mais surtout parce que la préfecture léonaise qui est touchée, Kambia, partage des kilomètres de frontières avec la préfecture de Forêt-Caria. L'UNICEF s'implique, elle vient de tenir une réunion transfrontalière. Maroufba, Bernard Tonguino, Lansana Camara. Kambia, une préfecture de la Sierra Leone frontalière à la Guinée. C'est ici que le tout dernier cas d'Ebola a été détecté il y a 5 jours. C'est le 2e cas enregistré après l'annonce de la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. La victime, venue du grand marché de Bamouya, a succombé à la maladie à l'hôpital sierra-léonais de Tokolimi.
Le malade fait partie des 50 personnes contacts recensées après le décès de l'étudiante Mariatou Diallo il y a 2 semaines. La situation préoccupe des partenaires ainsi que les autorités guinéennes et sierra-léonaises. Nous sommes en train de continuer avec les communautés, les leaders communautaires et la jeunesse. Doing social mobilization in the community et faire des activités de mobilisation sociale for dans us les to get communautés, information about this avoir des missing informations contact. concernant les personnes qui sont We have perdues. also Cette rencontre transfrontalière de Cambia permet aux acteurs de partager d'amples informations sur la situation épidémiologique dans les pays de la Manoliva. La partie guinéenne a notamment réitéré son engagement à poursuivre la riposte à Ebola aux côtés de la Sierra Leone. Fourekaria et Cambia, c'est comme un bâtiment avec des différentes chambres. S'il y a le feu dans une chambre et vous ne tentez pas de l'éteindre, ça peut atteindre les autres chambres. Donc on est venu pour les soutenir, voir techniquement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour vraiment finir avec l'épidémie de la zone de Cambia pour ne pas que l'épidémie ressurgisse au niveau de la zone de Fourekaria. Ce qui leur est arrivé, nous ne sommes pas du tout à l'abri de cela. Avec ça, nous avons essayé d'augmenter nos capacités encore avec la surveillance à base communautaire et le point de et nous avons déployé des volontaires au niveau de nos points frontaliers pour le contrôle sanitaire. Les deux parties sont plus que jamais en état d'alerte après les derniers rebondissements du virus Ebola en Sierra Leone. Les 50 cas suspects concentrent toutes les attentions des chercheurs. L'identification rapide des contacts est une priorité. Santé toujours, un nouveau projet vient d'être lancé à Kankan et Sérékoré. Il vise à lutter contre le paludisme. Des acteurs sont d'abord formés puis déployés sur le terrain pour coordonner la lutte. L'objectif est d'éradiquer la maladie d'ici fin 2017. Samar Tolno. Selon les statistiques de l'OMS, en Afrique, le paludisme constitue l'une des premières causes de consultation en milieu hospitalier avec plus d'1 million de décès par an. Conscient du danger, le ministère de la Santé, en partenariat avec Plan International à Guinée, lance un projet de renforcement du contrôle de lutte contre le palu dans les régions des Sérékoré et Kankan. Pour son démarrage, une soixantaine de représentants d'ONG et spécialistes de la santé échangent sur les stratégies de mise en œuvre de ce programme. Ce projet, c'est apporter une contribution à la réduction des taux de morbidité et de mortalité liés au paludisme. Et l'objectif du lancement ici, c'est informer au même niveau tout le monde sur le projet, notamment les différentes étapes de sa mise en œuvre et surtout le rôle que chacun doit jouer. Pour réduire le taux de mortalité lié à cette maladie, Plan International Canada et autorités de la région forestière promettent d'appuyer ces projets. Pendant ce nouveau projet qui a commencé début juillet 2015, nous allons toujours accompagner avec le même type d'appui financier et technique. Par exemple, il y a cet atelier ici aujourd'hui. Nous sommes venus pour soutenir nos collègues de la Guinée pour exécuter l'atelier. Nous pensons qu'avec l'intervention et l'harmonisation surtout des efforts de chacun, on finira par vraiment régler cette situation du palu en Guinée. Des Sérékoré, nous voici à Kankan. Ici également, Plan International à Guinée lance pour la première fois les activités dans la région de la savane avec ce projet de lutte contre le palu. L'initiative est bien accueillie par les responsables de la zone. Aujourd'hui, Kankan a vu le lancement de ce projet. Au nom des populations de la région, nous sommes très heureux, nous disons merci à Plan Guinée, merci à tous les partenaires au développement, merci au président de la République, au gouvernement de la République. Et nous avons profité de l'occasion justement pour engager les autorités à tous les niveaux à soutenir le projet, à s'employer afin que ce soit une véritable réussite. Ce projet de renforcement de la lutte contre le palu va durer 3 ans. La sensibilisation et la distribution des moustiquaires imprégnés aux populations de ces deux régions constituent la prochaine étape du programme sur le terrain. À l'hôpital national d'Onka, il y a près de 3 mois que les travaux de reconstruction sont lancés. Ils avancent lentement mais sûrement. Les entreprises promettent de rester dans le délai contractuel. En attendant, le personnel soignant, lui, est déployé dans d'autres structures sanitaires. Rose Pocho.
Démolition du bâtiment, ramassage des morceaux de briques. Les travaux de réhabilitation de l'hôpital CHU Donka avancent à grands pas. À 3 mois déjà du lancement des travaux, les entreprises chargées de l'exécution du projet ont terminé la première phase. Un mois et demi, un mois 15 jours, et nous sommes fait toute la démolition de la chirurgie, des blocs et des murs intérieurs de la chirurgie pour faire totalement le renouvellement de ça. Le travail, seulement pour la démolition, c'est pour les 50% maintenant. Et après, nous allons faire la pose des briques, la pose des carreaux et toutes les choses pour faire complètement le renouvellement de l'hôpital. Dans cette rénovation, il est aussi prévu la construction de nouveaux bâtiments VIP sur ce périmètre. La finition des travaux va permettre à l'hôpital de répondre aux normes internationales. Pour la bonne exécution des travaux et aux soins des malades, les responsables de l'hôpital ont délocalisé les services concernés dans d'autres grands centres de santé de la place. L'hôpital national Donka compte 32 services et unités, répartis entre les services médicaux techniques, les services médicaux, l'administration et la gestion. Ces services, certains d'entre eux, aujourd'hui, leur personnel est planifié pour l'ensemble des structures sanitaires de la ville de Conakry, pour ce qui est de la maternité, une partie des activités au centre Kouchner. Ce centre ne pourra pas en réalité couvrir tous les besoins liés à la césarienne, à la gratuité de la césarienne, parce qu'il est important de rappeler Donka avait le taux de césarienne le plus élevé de la République de Guinée. En moyenne, 250 à 300 césariennes par mois, c'est-à-dire en moyenne une dizaine de césariennes par jour. Ce qui n'est pas possible de le faire à partir de Kouchner ou d'une autre structure sanitaire, mais la maternité de l'hôpital national Niasdine aussi assure le relais, ainsi que le CMC de Conakry. Cette délocalisation progressive ne reste pas sans conséquences, car le bâtiment devant abriter certains services reste encore inachevé. Certains patients et médecins s'inquiètent déjà de la situation. Chantal Kodom est en état de famille. Elle se dit obligée de s'orienter dans une clinique privée, même si elle doit payer le triple du montant habituel. L'autre fois, j'étais partie à l'hôpital Donka. J'ai constaté qu'ils sont en rénovation, donc ils ont transféré dans une autre clinique à Corinthie, très distante. Donc j'ai fait un saut là-bas, j'ai vu que la salle, tout était plein. Donc j'ai préféré maintenant aller à la clinique chose chinoise pour voir si je peux accoucher là-bas dans les bonnes conditions. Là-bas, j'ai constaté que vraiment, on m'a donné le prix, on me dit 2 700 000. Je les ai dit, c'est très cher par rapport à Donka. J'ai accouché à 350 000. J'ai travaillé dans des hôpitaux à l'étranger qui étaient en rénovation. Je n'ai jamais vu qu'on ferme le plus grand hôpital de nos républiques sans relocaliser les services, pas les individus, les services, les compétences, les services. Donc c'était pas compliqué. On devait prévoir les lieux où devaient débarquer les services, équiper ces lieux, les rénover, comme ça le déménagement se serait fait calmement, on ne serait pas dehors pendant 3 mois à faire du nomadisme médical. En attendant la réhabilitation totale de l'hôpital, les malades devront se patienter. Les autorités du centre promettent de corriger toutes ces imperfections dans les jours à venir. Cette note par laquelle le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, informe les candidats ayant passé le concours de recrutement des auditeurs de justice du Centre de formation et de documentation judiciaire session 2015 que les résultats définitifs sont affichés au lieu suivant: Centre de formation et de documentation judiciaire, Cour d'appel de Conakry, Tribunal de première instance de Kaloum, Tribunal de première instance de Dixine, Tribunal de première instance de Mafanko. Kaloum, la casse des encombrants physiques se poursuit. Plusieurs concessions non respectueuses de l'urbanisme sont en train d'être démolies. Des constructions anarchiques qui encombrent les espaces publics. Alcélie Pascaldine. Dur à l'excès de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi.
C'est par ces thèmes que le ministre de l'aménagement du territoire et de la ville a enclenché cette vaste opération qui consiste à déguerpir les emprises de la voie publique. De Boulbini à Sender-Valia, en passant par Mankepa, Lucien Camara et son équipe n'ont rien épargné. Des gargotes, des maquis, des maisons rapetassis, des commissariats et autres lieux de culte qui encombraient la chaussée et le trottoir, tout a été démoli. Une situation appréciée par certains usagers de la route et des habitants. Par rapport à ce déguerpissement, moi je soutiens le ministre à 100%, parce que la Guinée-Conakry est très très sale. Et maintenant, bon, on peut souffler bien. Les gargotes, il faut que ça soit fini à Conakry maintenant. Il faut qu'on accepte, c'est trop dur, mais il faut accepter, c'est la loi. Selon le plan cadastral de la ville de Conakry, qui date de 1934, les habitations devraient se conformer aux normes établies par le plan d'aménagement. Toute chose qui permettrait de donner une image attrayante à notre capitale. Nous faisons, c'est pour toute la Guinée, ce n'est pas pour une seule personne. Demain, lorsque ces trottoirs vont être aménagés, pour installer des bancs, que ce soit en bois traité, que ce soit en béton, mais ce sont nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas qui viendront s'y reposer, prendre l'air libre, lire pour les enfants, parce qu'il y a des lampadaires partout maintenant, que cela soit occupé de façon anarchique. Et parfois, c'est des endroits de crime, où on vend de la drogue pour détruire l'avenir de nos enfants, où on fait parfois de la prostitution, on en a vu à Bessia. Donc il faudrait que l'on comprenne que la nouvelle politique du professeur Alpha Condé et du Premier ministre Mamadi Youla, c'est de faire de Conakry un exemple de ville. Autrefois peuple de l'Afrique de l'Ouest, Conakry ne répond plus à cette image à cause de l'occupation anarchique et sauvage des voies et artères publiques. L'abattoir moderne de Kabylie, quand l'inauguration, les travaux ont accusé du retard et ce n'est pas la seule infrastructure visitée par le ministre de l'Élevage. Il s'est également rendu à Kindia pour voir les laboratoires de médecine vétérinaire de l'Institut Pasteur. Yunus Atawel Kamara. Pour sa première visite de terrain, le ministre de l'Élevage et de la Production animale a choisi 2 sites. Le premier, c'est l'abattoir frigorifique moderne en construction à Kabylie, dans la préfecture de Dubreka. Un véritable complexe où sont prévues une salle d'abattage des bœufs, une chambre froide pour le traitement de la viande avant sa mise en consommation, une station d'épuration, un bloc administratif, un hangar pour les opérateurs et le logement du personnel de l'abattoir. Les travaux de construction de ces infrastructures sont arrêtés malheureusement depuis un certain temps. Il y a des contraintes budgétaires qui sont à la base de cela. Ensuite, il y a aussi quelques insuffisances techniques qui ont été constatées dans l'étude de base qui a été mise à notre disposition pour aller vers la construction de cet abattoir-là. De Kabylie, le ministre de l'Élevage et de la Production animale s'est rendu à Kindia. Mohamed Tal a visité les laboratoires de médecine vétérinaire à l'Institut Pasteur. Des laboratoires qui, depuis bientôt 20 ans, ne sont plus opérationnels. J'ai tenu à commencer par l'abattoir de Kabylie parce que c'est un projet important qui a un impact social extrêmement fort. C'est le premier dossier auquel je vais m'attaquer, le site de Pastoria. Ce que je constate, c'est que les activités qui étaient du ressort du ministère de l'Élevage ont été progressivement dissées. Aujourd'hui, la plupart des activités qui se déroulent ici relèvent du ministère de l'Enseignement supérieur. Je vais, dans les jours à venir, me rapprocher de mon collègue de l'Enseignement supérieur pour essayer de voir comment nous pourrons délocaliser ce laboratoire. Une autre mission de techniciens du département de l'élevage est attendue à l'Institut Pasteur de Kindia pour examiner les modalités de cette délocalisation. À sport, l'ultime rencontre demain pour voir si l'aventure se poursuit pour le Sili local. La Guinée affronte le Nigeria au compte de la 3e journée. On espère que le staff technique a tiré les leçons des 2 premières sorties du 11 guinéen lors de ce champ Rwanda 2016. Kadiatou Traoré. Le Sili local a son destin en main au cours de cette 3e sortie qui l'oppose aux Super Eagles du Nigeria ce mardi à Rubavu, une ville située à quelques 145 km de la capitale Kigali, au bord du lac Kivu.
Kamfouri Lapé Bangoura et sa troupe ont intérêt à arracher la victoire s'ils veulent passer le cap du premier tour. En attendant, sur papier et selon les performances, cette équipe du Nigeria part favori. Même si en football, on ne vend pas la peau des loups avant de l'avoir abattu. Sur la chance de qualification, je pense, chaque équipe a son destin en main. Je crois que là, peut-être que chacune des deux équipes doit impérativement chercher à gagner pour se qualifier. Je crois que nous partons à peu près à chance égale. Peut-être que le Nigeria qui a un peu plus de points ira beaucoup plus à l'aise. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous respectons beaucoup cette équipe nigériane, mais je crois que nous avons des arguments pour pouvoir gagner ce match. Pour éviter tout arrangement, les deux rencontres vont se jouer au même moment. Au stade de Kigali, la Tunisie sera opposée au Niger et la Guinée au Nigeria. Ça sera à 16h heure locale et 14h temps universel. Bonne chance au Sili local de Guinée. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.